Donc, le plan de match, rapidement, c'est ce qui est là, je vous le laisse lire. Et je passe tout de suite, the name of the game. Vous savez, cette expression-là, c'est important. Quand on joue un jeu, quand on essaie d'expliquer à quelqu'un, moi, j'essaie d'expliquer à ma conjointe le football. OK? Bien, il faut que j'explique d'abord the name of the game. On s'en va où avec ça? Dans le bœuf, dans le vache-veau particulièrement, c'est quoi le name of the game? Est-ce que c'est d'avoir des animaux qui sont beaux, qui sont colorés, qui sont dans le paysage? Ou est-ce que c'est pour la ferme, l'entrepreneur, de dégager un petit peu d'argent à la fin de l'année? Pour moi, bien, c'est pas tellement compliqué. The name of the game, il est à 2 points, c'est-à-dire dégager une marge positive entre les revenus et le coût de production, tout en assurant que la trésorerie puis les liquidités au quotidien vont être positives. Parce que c'est beau d'avoir des grands projets, mais si ça ne laisse pas de liquidité, ça ne peut pas fonctionner. On n'a pas le choix, ce sont des entreprises. Donc, petite question rapide, vrai ou faux, le coût des aliments représente le poste de dépenses récurrentes le plus élevé en production vache-veau. Est-ce que c'est vrai ou faux? Levez la main ceux qui disent vrai. Qui dit faux? Pas grand monde, vous avez raison. Curieusement, quand on cherche dans la littérature, qu'on cherche des repères, c'est quoi le coût de production, le coût des fourrages, il est où? On a bien de la misère à le trouver. Si je prends le budget de l'ASRA, c'est ce que vous avez devant, puis il s'étire sur une page et demie, il n'y a pas grand-chose pour les aliments. On a un point qui s'appelle « aliments achetés ». Pour le reste, là, c'est tous des intrants, des coûts qu'on devine qui sont reliés à la production des fourrages, mais c'est pas clair de savoir. Fait que c'est pas clair sur ces budgets-là. Est-ce que si je pose la question à vous autres, votre coût de pâturage, vous l'estimez à quel prix? Puis votre coût de fourrage, il est à quel prix? Je vais avoir à peu près toutes les réponses. Depuis 2 ans, mon équipe et moi, avec les sécheresses qu'on a, les manques de fourrage, on reçoit des appels. Ça vaut quoi du fourrage? Quel prix maximum faut que je paye? Quel prix je peux le vendre? Donc, c'est une difficulté. Donc, on voit qu'il y a un paquet de choses qui rentrent là-dedans. C'est bien difficile. Autre question. Au Québec, un écart de coût de plus de 200 $ par vache par année existe entre certains scénarios d'alimentation. Toujours en vache-veau. On ne parlera pas de la semi-finition, juste pour les vaches puis faire les veaux. Est-ce que c'est vrai ou faux que certaines fermes, c'est jusqu'à 200 $ de différence par vache par année pour l'alimentation? Vrai. Qui dit vrai? Qui dit faux? Il y a beaucoup d'abstention. Hein? Donc, c'est pas pire. Ça veut dire qu'on a de la misère à mettre le doigt sur ce poste-là, puis c'est tout à fait normal. OK? Fait que, pas tellement compliqué, le coût d'alimentation, c'est quoi? C'est les quantités qu'on utilise par le coût de ce fourrage-là. Les quantités utilisées, c'est-tu facile à trouver? Pas nécessairement facile. Pour les balles de fourrage, c'est facile, mais pour les rendements au pâturage, on va y aller plutôt en acres plutôt qu'en tonnes. On va dire que ça me prend 3 acres par vache, ou 2 acres, ou 1 acre et demi. Mais on a de la misère à mettre des valeurs. Et là, dans tout ce que je vais présenter, là, après, là, je ne tiendrai pas compte des coûts pour alimenter. Je vais tenir compte du coût de l'aliment, du coût des aliments, mais pas le coût pour aller se servir. Je ne tiendrai pas compte du coût de litière si on garde les animaux en enclos. Je ne tiendrai pas compte du coût de disposition de fumier, c'est-à-dire de prendre ces fumiers-là, de les rétendre. Je ne tiendrai pas compte des installations, je ne tiendrai pas compte des clôtures et des déplacements d'animaux parce qu'on se perdrait dans ces chiffres-là. Mais je pense que tout le monde est capable de mettre des valeurs là-dessus. Donc, j'ai fait des petits scénarios, okay, puis vous allez voir où sont les repères. Je vais d'abord attirer votre attention sur la colonne de droite complètement, qui est un fourrage à 150 $ la tonne de matière sèche. Grosso modo, là, ça veut dire que pour de la balle de 4 par 5, c'est à peu près 45 $ la balle de 4 par 5. C'est ça, 150 $ la tonne. Okay? On est dans cet environnement-là. Là, j'ai joué sur 2 choses. J'ai joué sur des quantité de fourrage, puis sur des coûts de fourrage. La quantité, c'est simplement qu'avec des sevrages hâtifs, on va en prendre un petit peu moins par année ou par vache par année, puis un sevrage plus standard, on prend un peu plus de fourrage. Et grosso modo, vous voyez que pour une vache, c'est entre 5 tonnes et 6 tonnes de fourrage, incluant le pâturage. Là. C'est 5 à 6 tonnes que ça prend par vache pour faire l'année.
puis pour amener son veau au sevrage, à peu près. On est dans cet environnement-là. Et là, bien entendu, si on part de notre scénario qui est complètement à l'autre bout, c'est comme si on achetait tout notre foin à ce prix-là. On se retrouve avec un coût annuel d'alimentation par vache de 890 $, alors que la colonne de gauche complètement, ça c'est à 80 $, là. Ça, c'est quelqu'un qui est capable d'acheter du fourrage à ce prix-là, bien cheap par année. On serait là, mais vous voyez qu'on est quasiment du simple au double en termes de coût par vache, ce qui fait qu'au niveau du coût annuel, seulement pour un petit troupeau de 30 vaches, on ne parle pas d'un gros troupeau, on est à quelque part entre, si on prend les deux extrêmes, du simple au double, ou en tout cas, il y a au moins un 4, 5, 6 000 pour un 30 vaches de différence. Donc, la réponse, c'était vrai tout à l'heure. Ça va? C'est juste pour positionner un peu cet argent-là qu'il y a là. Maintenant, on va aller voir si c'est possible d'alimenter, de trouver du fourrage à 127 $ la tonne, du fourrage à 80, ou bien s'il est tout le temps à 150 ou même plus. Encore une fois, je n'ai pas compté dans les choses, là, les coûts pour alimenter. Coût des fourrages. À gauche, un pâturage. À droite, des balles rondes enrobées. C'est-tu le même coût? Non, on a des grosses différences. Hein? Donc, on va essayer de voir comment le trouver. Encore une fois, il n'y a pas grande information. Moi, je l'ai séparé comme deux choses. Coût de l'herbe. C'est-à-dire qu'un matin, l'herbe a poussé, elle a une valeur. Donc, on va essayer d'estimer ce coût-là. Et de l'autre côté, on va essayer d'estimer le coût de récolte, soit récolté par les animaux, soit récolté mécaniquement. Puis on va calculer un coût d'entreposage quand le fourrage est récolté par les mécaniquement. Coût de l'herbe. On a-t-il une petite idée que le prix que ça peut valoir ce champ-là, qui est prêt à récolter? Pas facile de mettre un prix là-dessus, hein? Souvent, on a cette question-là. J'ai un champ, puis je peux le vendre debout. Quel prix je demande? C'est-tu trop cher si je demande ça? Puis l'autre producteur, lui, qui est peut-être son voisin, il nous appelle, puis il dit, il y en a un qui m'offre du foin à récolter dans le champ à tel prix. C'est-tu trop cher ou pas assez cher? Encore une fois, les réponses sont bien rares, sont dures à trouver. Je suis allé vérifier sur le budget Omafra, Ontario. Pas facile de trouver parce que là-dedans, vous voyez qu'il y a des choses d'enrubanage des balles, il faut sortir des coûts. Eux autres sont à 333 $ de l'acre pour l'année d'établissement d'un champ de foin, de l'usine Néphiléol. Et puis après ça, ils mettent des coûts annuels pour un rendement de 3,15 tonnes métriques à l'acre. 3,15 tonnes métriques à l'acre, ça donne à peu près 8 tonnes de matière sèche à l'hectare. Retenez ça, 8 tonnes de matière sèche à l'hectare. On va voir tantôt si c'est quelque chose qui se fait régulièrement au Québec. Donc, c'est difficile de trouver de quoi. Au Québec, il faut le remercier, on a un monsieur qui s'appelle Guy Beauregard, qui nous fournit chaque année des budgets pour un paquet de cultures, puis ça nous aide énormément à mettre des valeurs là-dessus. On peut dire ces valeurs-là sont vraies, sont peut-être pas vraies, mais tout ça. Moi, j'ai pris les budgets de Beauregard, puis j'ai essayé de les séparer avant la récolte, puis après la récolte. Donc, je suis arrivé des choses, et j'ai mis trois scénarios. Donc, un pâturage intensif, 8 ans. Donc, ça veut dire que c'est un pâturage qu'on ne relève jamais ou presque. Ça vaut 9 ans à peu près avant qu'on le relève, qui est complètement à droite. Une prairie mille-usine de 5 ans, qu'on va une rotation de 5 ans. Puis un autre d'un prairie mille-trèfle rouge de 6 ans. Pas que le trèfle rouge dure plus longtemps, mais souvent, ces prairies-là, on voit qu'eux autres, ils durent plus longtemps. On a 2 années de trèfle, puis à peu près 4 ans de graminées à peu près pures dans ces champs-là. Donc là, si on regarde le coût de l'herbe, ce que j'essaie d'établir là, c'est le coût de l'herbe. Donc vous voyez semences, pierres à chaud, protection des cultures, fertilisants, opération d'établissement. On arrive grosso modo à 299 $ dans un cas de l'hectare. À l'autre bout, 303, 310. On s'entend-tu? À peu près 300 $ de l'hectare, le coût de l'herbe. OK? Avec les budgets de M. Beauregard. Maintenant, le coût de récolte. Là, l'herbe, on a dit, elle vaut 300 $ comme ça, de l'hectare. Ça coûte combien la récolter? Avez-vous une petite idée? Pas facile encore une fois, très difficile à trouver, mais encore une fois, avec l'aide de ces budgets, ça nous aide beaucoup à mettre des valeurs. Bien entendu, il y a on pourrait jouer ces chiffres. Donc, à gauche, le mille-trèfle,
Équipement de fauchage, pressage. J'ai ensuite de ça séparé équipement de transport, manipulation et enrobage, parce que tantôt, quand on va parler de rendement, c'est sûr que les fauchés, c'est à peu près le même temps qu'on fauche, qu'il y ait du fourrage ou pas, c'est le même temps. Mais baler, c'est sûr que quand il n'y a pas de balle, ça ne coûte pas cher de plastique. Okay? Ça coûte cher de pressage, mais ça ne coûte pas cher de plastique. Et ensuite de ça, la main-d'œuvre, j'ai mis un point d'interrogation. Parce que selon les régions, la main-d'œuvre n'est pas la même. L'équipement qu'on a ne nécessite pas les mêmes opérateurs, les coûts. Si c'est une petite entreprise, souvent on peut tout le faire soi-même, donc on le met dans nos profits, mais plus qu'une entreprise est grosse, plus qu'elle doit engager de la main-d'œuvre, plus ça va être cher. Donc je l'ai laissé avec un point d'interrogation. Vous me suivez? Dans le coût qu'on va avoir tout à l'heure, il n'y a pas de main-d'œuvre. Vous allez voir que ça va quand même assez vite. Donc, le coût de récolte, grosso modo, 267, 361, dépendant. Pourquoi un est moins cher que l'autre, là? C'est que dans les exemples de M. Beauregard, dans le mille-luzerne, il fait une opération de plus pour faire sécher la luzerne. Donc, ça vient rentrer dans le coût. Puis le pâturage, bien entendu, ça, c'est pas trop dispendieux, c'est les vaches qui le récoltent. Donc, dans le coût de récolte, c'est l'amortissement des équipements, l'amortissement puis l'entretien des équipements d'abreuvement et de clôture qu'on compte. Okay? Autrement dit, je n'ai pas compté le déplacement des animaux ni de la personne qui va déplacer les animaux. Je n'ai pas tenu compte non plus des coûts de location de terre. J'ai assumé que c'était toute la terre du producteur. S'il faut ajouter le coût de location d'une terre, il faudrait le rajouter. Tout ça pour dire que quand on regarde nos scénarios, grosso modo, coût total, prairie, mille, trèfle, rouge, 6 ans, 566 de l'hectare, 672 de l'autre côté, dans le mille-luzerne, puis pâturage intensif, 334 piastres. Si on ramène ça, les rendements que lui a utilisés, parce qu'on va commencer à parler de rendement, le titre de ma présentation, c'est rendement. On parle de 5 tonnes, 0,4 dans un cas, 7 tonnes à l'hectare dans l'autre cas, et puis dans les pâturages de 4 tonnes à l'hectare de matière sèche. Donc, quand on ramène ça au coût total, on est à 106, 96, 83, donc des petites différences. Ce qu'il faut remarquer, est-ce qu'on a 8 tonnes qu'il y avait dans les budgets de l'OMAFRA tout à l'heure? Non. Dans les calculs qu'on a, on ne les a pas. Je n'ai pas de main-d'œuvre là-dedans. Puis vous voyez que le facteur de division est important parce que 334 dans le pâturage, c'était vraiment pas cher, mais quand on divise par un rendement plus faible, là, on rattrape les autres. Donc, on se rappelle un peu de ces coûts-là, mais on se rappelle aussi qu'il n'y a pas de main-d'œuvre de calculer. Donc, c'est un petit peu des chiffres à se rappeler. Bon, est-ce que ces rendements-là sont réalistes? Parce que c'est des rendements qui sont, comment on pourrait dire ça, on les a mis là 5,4, 7 et 4. Est-ce que c'est des rendements réalistes? Est-ce que c'est des rendements qu'on a? Si on vous pose la question, vous allez répondre probablement quelque chose qui va commencer par le « ça dépend ». Ça dépend du champ, ça dépend de l'année, ça dépend de tout, et vous allez avoir raison. Par contre, il existe des petites banques de données là-dessus, puis là, on ne partira pas de politique, mais on va regarder un petit peu dans les banques de rendement référence de l'assurance récolte. On n'a pas bien le choix, il n'y a pas beaucoup de banques de données sur les fourrages. Donc, petite question à choix multiples. Quels sont les rendements annuels potentiels en kilos matière sèche hectare pour 3 fauches? C'est comme ça que c'est rentré dans les rendements référence de l'assurance récolte. On peut avoir le rendement réel superficie ou encore celui plus potentiel de 3 fauches. Pour les régions de Rimouski, Saint-Bernard, dans le coin de Québec, et puis Palmarol, en Abitibi. Est-ce que c'est la réponse A, B ou C? Oh, plus corsé. Là, il n'y a pas d'abstention, s'il vous plaît. On ne regardera pas qu'est-ce que vous dites. A, qui dit A? Alors, on a 2, 3. Qui dit B? Et qui dit C? D'après moi, il y a des abstentions encore. Le total n'est pas là. Mais en fait, ceux qui ont répondu B ou ceux qui ont pris une chance avec B, vous aviez raison. Donc, on regarde 5,7, 6,4 tonnes, 4,4 tonnes dans les champs. On est vraiment loin du 8 de tout à l'heure. Ce que ça veut dire, quand on n'a pas des rendements de 7, est-ce que les coûts sont beaucoup plus bas en termes à l'hectare? Pas nécessairement. Donc, ça veut dire que le coût à la tonne, lui, vient de monter beaucoup.
Pour les pâturages, quel rendement est-ce qu'on a vraiment? Ça, c'est encore plus compliqué. On a trouvé une façon cet été, en aidant ma collègue Elisabeth à faire une présentation à la journée à foin qui a eu lieu au mois de septembre, où on a rencontré 3 entreprises situées Gatineau, Saint-Maurice et puis Saint-Edmond-les-Plaines en haut de Normandin. On a rencontré ces gens-là, on a regardé un petit peu ce qu'ils faisaient chez eux dans les pâturages. Ils sont en régime intensive. Les pâturages sont drainés et puis chaulés dans les 3 cas, avec différentes stratégies de fertilisation et différentes espèces aussi. Les calculs de rendement qu'on a eus là, on l'a fait relativement simplement. On a dit, il y a tant d'animaux dans le package, avec tant de veaux. On a calculé les besoins de ces animaux-là, le nombre de jours qu'ils faisaient, et on a tenu compte du gain des animaux et de la consommation des veaux pour faire ce gain-là. Et puis, ce qu'on est arrivé, en tenant compte des facteurs qui sont là, c'est que dans les 3 cas, vous avez les résultats dans le tableau en bas, à droite. 4,2 tonnes, 4,9 tonnes, 3,8 tonnes. Donc, tantôt, quand on parlait de 4 tonnes à l'hectare de matière sèche, c'était pas organisé avec le gars des vues, c'était un petit peu simplement stagé un peu. On avait déjà les résultats avant de le mettre dans le tableau. Donc, le 4 tonnes. Donc, en résumé, coût du fourrage, coût de l'herbe, 300 $ à l'hectare, coût de récolte de 30 à 360 à peu près de l'hectare selon la méthode. Animaux, 30 $, 360, on est dans le top des coûts à peu près. Puis, on voit l'impact du rendement sur les tonnes de matière sèche. Prenons un exemple bien simple, 300 $ le coût de l'herbe, coût de récolte 360, on est à 660 $ de l'hectare. On embarque dans le champ, tabarouette, il n'y en a pas de rendement. Je sors 1 tonne dans cet hectare-là. Mon coût à la tonne est à combien? 660 $. OK? Aussi simple que ça. Donc, vous voyez, tandis que si on a notre 6 tonnes, on vient de baisser à 100 $. Donc, c'est un impact majeur, le rendement. Bon, question de développement. En production fourragère, quels sont les effets de levier puis les effets de massue? Est-ce que ça vous dit quelque chose, effet de levier? Avez-vous des images en tête quand on parle d'effet de levier? Peut-être. Effet de massue, peut-être un peu moins. On va essayer de résumer ça. Effet de levier, c'est ça. Okay? Je ne suis pas capable de lever à bras. Je prends un levier et je ne suis pas plus fort, mais je réussis à le lever. Donc, c'est les outils qu'on a pour améliorer quelque chose qui vont nous permettre de décupler notre force. Okay? Puis ces outils-là ne sont pas tellement loin. Il y en a quelques-uns qui sont assez simples, puis là, on parle d'agronomie assez classique. Tantôt, je vais parler des basics, mais je pense que ça va être ça. Drainage et égouttement, pH, fertilité, fertilisation, parce qu'il y a un petit peu des deux, espèces fourragères et régie. Espèces fourragères, je passe rapidement, d'avoir des espèces fourragères adaptées à nos conditions, c'est important. Si on prend des plantes qui poussent seulement en climat frais, en bas de 22, 23, 25 Celsius, ils ne sont pas heureux à 30 degrés. Puis si on met l'inverse des plantes qui poussent quand ils aiment la chaleur, puis qu'on n'a pas de chaleur, bien, ça ne va pas bien. Puis la régie, bien, ça, c'est ce que vous faites. Je vais m'attarder plus aux 3 autres points, drainage, pH et fertilité. Ça, c'est quoi? C'est notre réalité. Ça, c'est en arrière de chez moi cette année, au 1er avril. Le mur du garage, il y a 9,5 pieds de haut. Okay? Si on est au 1er avril, ça l'a pas baissé rapidement. Ça a réussi à toute fondre, cette patente-là, à peu près entre le 25 avril puis le 6 mai. C'est des champs de pommes de terre. Les gars avaient en arrière, ils avaient hâte que ça parte. Imaginez l'eau que ça fait qui s'en va. Okay? D'un coup, c'est une réalité qui est bien de chez nous. Ce que ça l'amène, je me suis amusé en parlant d'eau, parce que ça, c'est l'eau c'est la neige qui fond, qui devient de l'eau, mais qui ne reste pas tellement dans le sol, elle cherche à se sauver un peu. J'ai sorti des vieilles cartes pour essayer de trouver, j'ai fouillé dans mes vieux livres pour voir un peu Puis pourquoi j'ai fouillé dans mes vieux livres, c'est que je ne trouvais pas d'autre chose. Il y a des choses, des fois, qui se perdent dans le temps. Les précipitations, ça, c'est la carte de précipitation des précipitations au Québec. Il y a même des villes là-dessus qui n'existent même plus. Hein. Si vous regardez comme il faut, Arvida, ça fait longtemps que c'est disparu, c'est rendu Saguenay, Chicoutimi aussi. C'est en pouces. Donc, on voit là, les lignes, chaque ligne, ça nous dit à peu près la précipitation, eau et neige. On parle de 40
38, 40, 42, de certaines régions, 44 pouces d'eau par année qui tombent sur nos sols. J'ai fait quand même le parallèle avec l'Ouest, parce que c'est important dans la discussion. Là, on parle beaucoup plus de 12, 14, 16, 18 dans les coins les plus arrosés. Okay? À chaque année, il nous tombe 2 fois plus d'eau ici que là-bas. Donc, qu'est-ce que cette eau-là fait? Les producteurs qui sont un peu plus vieux, les agronomes qui sont un petit peu plus vieux, on a connu toute l'époque où puis ceux qui sont plus vieux, ils se rappellent que les tracteurs, il y avait juste 2 roues motrices. Puis que c'était pas compliqué. On ne brisait pas tellement dans les champs parce qu'on n'allait pas loin. On ne pouvait pas aller loin, on ne pouvait pas briser. On ne pouvait pas faire de compaction. Mais tout ça, aujourd'hui, ça crée des problèmes parce que cette eau-là, si on ne l'évacue pas, qu'est-ce qui se passe dans un sol qui est détrempé ou saturé en eau, il n'y a pas de vie? Qui a déjà été travaillé avec une pelle mécanique dans ce qu'on appelle un terrain swampeux? Des fois, on trouve du bois, des morceaux de bois là-dedans qui ont peut-être 50, 60, 65 ans d'âge. Ils ne sont pas pourris. Ils sont encore intacts. Un sol saturé en eau, c'est un sol, il n'y a pas de vie dedans. En tout cas, il n'y a pas la vie de décomposition dont on parlait tantôt. Donc, on n'a pas le choix de la sortir, cette eau-là. On n'a pas le choix. Puis, si on la sort, malheureusement, si on la sort, elle part avec certains éléments nutritifs. Mais si on ne la sort pas, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Et toute cette eau-là qui arrive et qui part, elle part avec et ça a un impact sur la fertilité, la fertilisation, et une autre qui est très, très importante, c'est les pH. Nos pH naturels ici, dans des sols qui ne sont pas drainés du tout, ils ne sont pas hauts. Pourquoi? C'est parce que ça fait des milliers d'années qu'il nous tombent ces précipitations-là sur la tête et que ces précipitations-là partent. Cette eau-là qui doit s'en aller part avec des nutriments. Ce qu'on n'a pas nécessairement dans l'Ouest, quand on est autour de Calgary, par exemple, le pH naturel des sols là-bas est à peu près de 6,8 à 7. Il est naturel à ce niveau-là. Nous autres, on n'a pas ça, donc ça amène des choses. Donc, je vais vous parler de... Puis ça, si on regarde, c'est un tableau qui est récent. 2013, c'est pas vraiment récent, mais qui montre que les précipitations dans la province de Québec, malgré qu'on dit hey, c'est de plus en plus sec, mais il tombe de plus en plus d'eau par année au Québec. C'est de 1 à 2 mm de plus, c'est pas beaucoup, 1 à 2 mm de plus par année depuis 1960 jusqu'à 2013. Okay, la moyenne d'augmentation de précipitation. Donc, le pH, qu'est-ce que ça a quand il n'est pas bon? Qu'est-ce que ça a comme impact? Puis, je parle d'effet de levier, le pH. Regardez la ligne d'en bas. Ça, on est à un pH de 6,8. On peut aller chercher à peu près 100% du potentiel des plantes dans ces pH-là. Mais déjà, un pH de 6,3, on est à 85%. Et puis, quand on voit un pH de 5,5, on est déjà juste à 60%. Les plantes sont là. Tout est là. Mais il manque des choses. Les plantes ne sont pas capables d'absorber les éléments nutritifs à ce pH-là. Donc, le pH, il est bien, bien important. Donc, partons avec une petite mise en situation pour voir l'impact du rendement, l'impact du chaulage sur le coût du fourrage. Fait que, mettons qu'on part d'un champ qui a 6,3 de pH, on veut le monter à 6,8, on va y arriver avec 2,5 tonnes à l'hectare de chaux, plus une fertilisation d'entretien 2 fois pendant la rotation. Ça nous permettrait de maintenir le pH à 6,8. De l'autre côté, on ne met pas de chaux, puis on laisse à 6,3. Puis on regarde l'impact que ça peut avoir. Fait qu'on dit, le rendement potentiel de ce champ-là, il était de 6 tonnes hectare. Donc, comment est-ce qu'il va être affecté, puis comment ça va affecter les coûts? Fait que, colonne de gauche, on a le coût de la pierre à chaud, établissement plus entretien. Bien entendu, à droite, on n'en a pas mis. Ensuite de ça, on a les autres coûts qui sont la récolte. Les coûts ne sont pas les mêmes parce que, dans un cas, on récolte moins de fourrage, donc il va y avoir moins de coûts de pressage, d'enrobage, de transport. Et le rendement, bien là, il devient important, il est baissé. Donc, tous nos coûts, dans un cas, se rapportent sur 32 tonnes, dans l'autre cas, 27 tonnes. Kiff. Donc, Bruno, de la chaux, pas besoin d'en mettre. Finalement, ce que tu dis, c'est vrai, ça a des impacts sur le sol, mais ça ne change rien dans le coût à la tonne. Parfait, allons-y avec ça.
On a un beau petit veau, de l'herbe, on est bien correct. On va parler de fertilité et fertilisation, le même principe. On a fait des tests il y a quelques années, entre autres un qui était drôlement intéressant. De 2011 à 2013, 3 années, un test en parcelle avec fertilisation azotée, c'est juste de la graminée, 100% de graminée, comme bien de nos pâturages en production bovine sont et bien de nos prairies sont en graminées. Et là, on a regardé la fertilisation, l'effet de la fertilisation azotée. Dans un cas, contrôle, il n'y a pas de fertilisation azotée du tout. Dans les 3 autres cas, c'est simplement des formulations différentes, mais c'est toujours le même niveau d'azote qui est émis, c'est toujours au printemps, c'est 50 kg hectare. Et ce qu'on voit comme résultat, à peu près, dans un cas, 1400 kg de plus de récolte quand on a mis la formulation 1. Et puis, dans les autres formulations, ça va beaucoup plus haut que ça. On va s'arrêter juste à notre formulation. La dernière formulation, c'est juste en passant, c'est avec un ajout de soufre. Puis je mets juste peut-être une petite chose là-dessus. On a parlé des pluies acides au début des années 80. Beaucoup. Et ces pluies-là amenaient énormément de soufre sur nos sols. Depuis ce temps-là, on a contrôlé les émissions de soufre dans l'atmosphère, beaucoup, quand même pas mal. Et l'impact qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup moins de soufre dans les sols qu'il y en avait. Le soufre, c'est un élément majeur. Okay? Il y en a beaucoup moins. Donc, on voit l'impact du soufre sur le rendement. Mais je ne veux pas aller là-dedans. On va rester juste sur notre premier cas. Donc, on va revenir à notre budget qu'on avait tantôt et on va refaire une simulation. Simplement, j'ai dit, le producteur, on part de notre concept, qu'on avait un potentiel de notre 5,4 tonnes dans notre budget de tantôt. On ne mettra pas d'engrais, on ne la mettra pas, donc on va enlever. Mais on va aussi enlever 1,4 tonnes de rendement. Parce que dans les budgets de M. Beauregard, il y avait tantôt des engrais azotés. J'ai enlevé la valeur d'engrais azotés. Donc, encore une fois, si on regarde ça rapidement, on arrive pareil. 98 piastres, 104 piastres, on ne chicanera pas là, pour 6 piastres la tonne quand il y a un paquet de coûts qu'on ne connaît pas. Donc, chaud, puis fertilisant, Bruno, bon, finalement, en mettre, pas en mettre, c'est vrai que ça ne change rien dans la vie. T'sais? Moi, c'est ce que je pensais. Yes, je suis content. Il me l'a démontré. C'est-tu aussi simpliste que ça? Non, hein, ça ne peut pas être aussi simpliste que ça. Donc, on va aller parler des massues. Ça, c'est quand on prend... Vous avez déjà forcé avec un levier. Puis là, il casse ou il glisse. Quand tu fais ça, c'est pas pire. Tu te ramasses à genoux. Quand tu fais ça, tu l'as dans le nez. Cet homme-là était capable de traîner la charge. Il n'y avait pas de problème. Il y a juste eu un problème, c'est que mal guéri, comme on peut dire. Donc, les massues dans le végétal ou dans la production de fourrage, c'est le volume récolté, la durée de récolte, les superficies nécessaires, la main-d'œuvre, puis la qualité des fourrages. Je ne parlerai pas de qualité des fourrages, je n'irai même pas là. On va rester sur le reste, on va aller surtout sur les superficies de récolte, puis je n'embarquerai pas trop dans la durée de récolte non plus. Partons, on va se faire un petit troupeau de 70 vaches, alimenté standard avec les veaux. Puis on fait à peu près 130 à 140 jours de pâturage. Le volume récolté de fourrage, on est d'accord que pour 70 vaches, c'est à peu près 300 tonnes que ça prend pour faire l'hiver. 300 tonnes, grosso modo, c'est à peu près 1000 balles. Ça a-tu l'allure comme quantité? Oui? Pas beaucoup de signes, mais en tout cas, ça doit. Dans un cas, j'ai un rendement de 6 tonnes hectares. Dans l'autre cas, j'ai 4,6. Donc, ça me prend, dans un cas, 50 hectares. Dans l'autre, 65 hectares. Tantôt, les coûts que je vous montrais, ils étaient-tu à l'hectare ou ils étaient à la tonne? Ils étaient à l'hectare, puis on les ramenait à la tonne. Mais ce que vous cultivez, ce que les producteurs cultivent, c'est des hectares. Okay? On est toujours sur des hectares, à moins que quelqu'un achète tout son foin, c'est des hectares qui sont cultivés. Donc, durée de récolte, j'en ai pas mis pour le 6 tonnes. Il n'y a pas 2 chantiers pareils. Mais je sais une chose, c'est que si pour récolter 6 tonnes, ça me prend, mettons, 10 heures, une superficie qui rapporte à 6 tonnes à l'hectare, ça me prend 10 heures
probablement que s'il y a moins de rendement, ça va me prendre plus de temps pour faire le même fourrage. Puis je l'ai mis proportionnel. Donc le temps, peu importe qu'on va y mettre, la valeur, peu importe la valeur qu'on va mettre, ça va être de 30 % plus cher. Et puis, si on a un rendement meilleur, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on libère des hectares. Donc, ces hectares-là, qu'est-ce qu'on fait avec? On peut faire d'autres cultures sur notre même superficie. On peut mettre 15 vaches de plus sur la même superficie. Ou encore, on peut dire, j'ai sauvé des coûts de 6 200 $ par année pour mes 70 vaches. Donc, on voit que c'est quand même assez gros. Malgré que tout à l'heure, je vous montrais que les coûts, une fois qu'on a tout compté, quand on ramène ça au coût à la tonne, c'est pareil. Mais on a moins de rendement, donc il va falloir cultiver plus grand. Ou de l'autre côté, on cultive moins grand, ou on met plus de vaches. Vous voyez un petit peu, c'est plus complexe qu'on pensait. Donc, effet de massue assuré. Recette secrète pour tout ça? Non. Vous essayerez ça, ce que sur cette photo-là? On va le jouer longtemps, le jeu. Donc, on revient au basic. Puis le basic, c'est pas compliqué. Il faut d'abord considérer que les fourrages, c'est une culture. Puis les cultures, bien, il y a certains besoins, exigences, contexte. Ce qui marche à une place ne marchera pas nécessairement à l'autre. Il faut connaître ses champs. On parle à des producteurs qui sont dans leur récolte de maïs à ce temps-ci. Ils disent « Hey, le bord du chemin, c'était bien bon. À l'autre bout, je n'étais pas allé assez marcher. Et c'était loin d'être bon. On ne le voyait pas. » Donc, c'est le même champ, c'est même pas les mêmes rendements. Principe agronomique, espèce, cultivar, mélange, régie. Donc, on est vraiment dans les basiques, pas grand-chose d'autre. Erreurs les plus fréquentes, celle-là vient quand même intéressante. Elle vient de l'Alberta, mais on pourrait en avoir de d'autres places. Il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais il y en a qui démontrent quand même que les premières années des champs, ça va vite. Mais après ça, après un certain nombre d'années dans les prairies de fourrage, les rendements baissent tellement que les rotations longues nous nuisent dans notre rendement moyen. On est mieux d'être souvent plus intense, correct dans notre culture, mais plus intense. Là, on parle de fourrage récolté mécaniquement. La hauteur de coupe ou de paissance, ça aussi, une erreur souvent dans les pâturages. On dit, hey, on laisse du stock dans le champ. Mais là, je vais pointer. Je ne sais pas si vous voyez ici, ça, c'est une unité de temps. Puis ça, ici, c'est une unité de temps. C'est la même unité de temps. Puis dans cette unité de temps-là, ici, la plante, elle part, quand il n'y a pas beaucoup de fourrage, elle part d'ici, puis elle va produire tout ce stock-là. Okay? Dans ce temps-là, elle produit ça. Dans le même temps, regardez le volume qu'elle produit de plus. Donc, quand on laisse du stock dans le champ, quand notre hauteur de coupe ou de paissance est relativement haute, quasiment se dire, voyons, je laisse trop de stock, on se donne énormément de chance, on ne perd pas d'argent, on se donne une chance. Ça, c'est une erreur qui est souvent, tantôt on parlait de panneaux solaires, les panneaux solaires des plantes, c'est très efficace, mais il faut les déployer rapidement, puis il faut que ces panneaux solaires-là soient là, sinon on ne capte pas cette lumière-là. L'autre, c'est l'oubli de respecter la repousse. Les plantes, en début de croissance au printemps, on les coupe, puis à peu près 2 jours après, on voit une repousse verte. En pâturage, ça, les vaches, ils le trouvent tout de suite. Okay? Puis ils le remangent. Mais cette petite repousse-là, elle s'est faite avec les réserves. Donc, ça, c'est pas la meilleure solution. En fin de saison, c'est moins vrai. Les plantes vont commencer à repousser peut-être après 4-5 jours. Mais il faut vraiment pas recouper ou passer sur les plantes quand ils sont en train de recommencer à pousser. Ce producteur-là faisait une bonne job, il vidait son champ tout de suite, il libère le plus rapidement possible, c'est parfait. Mais si, par exemple, on va ramasser notre fourrage 3 jours après, ou pire, on va aller passer avec le fumier 3, 4, 5 jours après avoir fait notre coupe de foin, on brise énormément, on ne respecte pas la repousse. C'est quelque chose qu'on voit souvent et qui va affecter beaucoup les rendements. Un autre point qu'on voit souvent, l'oubli de respecter la période de repos. Les plantes, elles font de la photosynthèse. Ils ont 2-3 conditions pour faire une photosynthèse intéressante. Il faut qu'il y ait de la lumière pour commencer. Il faut qu'il y ait du feuillage.
Puis, ils vont faire leur photosynthèse quand c'est relativement humide. On a cette chance-là au Québec d'avoir un climat humide, donc ça nous permet de faire une bonne photosynthèse. Mais il faut que les plantes rechargent leur batterie complètement entre les coupes. Ça, c'est quelque chose qui arrive, qu'on ne respecte pas toujours. C'est-à-dire que pendant l'été, surtout dans les pâturages, parce que ça pousse moins, on a tendance à revenir plus vite dans le même pâturage ou encore de laisser les animaux plus longtemps sur la même parcelle parce que l'autre n'est pas prête encore. Mais ça ne donne aucune chance de recharger les batteries. Si on se rappelle, on se rappelle l'histoire un petit peu, où on remonte un peu, les bisons qu'il y avait dans l'Ouest, c'est des troupeaux énormes. Les caribous qui sont dans le Nord, c'est des troupeaux énormes. Puis c'est des animaux qui migrent et qui ne passent pas chaque année dans les mêmes secteurs. Donc, des fois, c'est 3 ans. Ces animaux-là, ils étaient là depuis des milliers d'années. Les caribous, ils sont encore. Et souvent, ils vont laisser une période de repos de façon naturelle pendant 3-4 ans avant de repasser à la même place. Parce qu'ils savent que les plantes, s'ils ne font pas ça, dans quelques années, ils n'auront plus rien à manger. C'est un peu ça. Ça, c'est la surpaissance. C'est à gauche, il n'y a aucune paissance. Puis l'autre, ben, on y va intensif ou continu. On voit les racines. Ici, il y a des racines jusqu'à 24 pouces. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup dans ce niveau-là. Et là, bien, parce qu'on a fait de la surpaissance, bien, il n'y a à peu près pas de racines. Les images parlent par eux-mêmes. Malheureusement, la lumière n'est pas parfaite, mais ça, on a une bande de 3 pouces. Ça, c'est 10 ans de paissance continue dans le même package. Alors, regardez le peu de racines qu'il y a. Toutes les racines sont dans le premier 2 à 3 pouces. C'est quoi la capacité de cette plante-là de pousser dès que c'est sec? À peu près impossible. Donc, surpaissance. Et surpaissance, est-ce que c'est un gros nombre d'animaux en même temps dans le pâturage ou est-ce que c'est peu d'animaux pendant longtemps dans la même superficie? C'est tout le temps le deuxième choix. On a en surpaissance, mettre beaucoup d'animaux en même temps, mais peu de temps, ça n'a pas un impact dramatique. C'est pas pire quasiment qu'un coup de faucheuse. Avec la faucheuse, on baisse ça à 3 pouces. Ça ne dure pas longtemps. Puis après ça, le champ, il est comme ça, 40-45 jours avant de repousser. C'est ce qu'on devrait viser. C'est la même chose. On y va rapidement dans le pâturage, puis on enlève le stock. L'erreur la plus fréquente, c'est celle-là, pour moi. Espérer. Bruno, il va-tu finir par mouiller? Puis la semaine d'après, non, 2 semaines après, il va-tu arrêter de mouiller? Okay? C'est un peu toujours ça. On espère. Ça va repousser. Alors, ils vont finir par la manger, la petite talle de chardon. Je sais pas, hein, il y a des souris, je sais pas. C'est l'heure, probablement. Est-ce que j'ai dit quelque chose de comique? Mais espérer comme ça, est-ce qu'il va se passer quelque chose dans ce champ-là, vous pensez? En fait, il faut briser des habitudes. C'est la chose la plus difficile dans toute notre vie à tout le monde, c'est de changer nos habitudes. On est bien là-dedans. Puis une des principales habitudes qu'on a, c'est de penser que le pâturage, c'est pas performant, puis que les animaux sont pas performants pour ramasser le stock. C'est-tu grave de laisser du stock dans le champ? Si vous regardez, zéro pâturage, c'est du green chop. C'est du zéro pâturage et on le choppe. On ramasse à peu près, quand on est bien bon, là, à peu près 95 % de la masse de fourrage qu'il y a dans le champ. On n'en laisse vraiment pas beaucoup. C'est ce qu'on décide de laisser, c'est nous autres qui décident de le laisser, on passe. Je ne dis pas que c'est une pratique à faire, c'est juste comme repère. Si on regarde un ensilage, quand on la fait bien, on ramasse à peu près 85 %, foin sec 70 %, on perd plus de feuilles. Et puis là, ben, si on tombe au pâturage permanent, c'est vrai que c'est pas très productif. Il en laisse beaucoup, il en gaspille beaucoup. Puis les ronds pas mangés, ils ont tendance à grandir. Okay? Le bouton d'or, il agrandit son territoire, le chardon aussi. Pâturage en rotation 3-4 enclos, donc des rotations lentes, on laisse les animaux beaucoup, ils laissent pas mal de stock. Puis quand on tombe en bande, regardez, 80 % on est à peu près aussi efficace que l'ensilage. Donc, les animaux, c'est des bonnes machines, c'est normal, ils sont conçus pour ça. Ils se sont... c'est comme ça qu'ils ont évolué pour être des animaux qui récoltent bien ce qu'il y a dans le champ. Puis,
un peu comme on disait tantôt dans les questions de la fin, quand on ne leur donne pas la chance de sélectionner, ils mangent tout. Ils n'en laissent pas beaucoup. Donc, défier les habitudes, les pâturages, on entend souvent c'est beaucoup d'ouvrages, c'est pas performant. Moi, j'entends ça souvent. Ah non, pas. Les terres ici, ils valent bien trop cher pour qu'on puisse mettre des animaux sur des pâturages. Ça, là, je l'entends au moins 2 fois par semaine. Okay? Peu importe la région, que les terres valent 1 000 $ de l'acre en moyenne ou qu'ils en valent 20 000, c'est toujours la même chose. Okay? Fait qu'il doit y avoir il y a de quoi que je n'ai pas compris à quelque part. Mais on peut-tu comparer des pommes avec des pommes? À droite, c'est en arrière de chez nous, en arrière de la maison. Okay? Une belle terre, là, 1 000 de long par à peu près 4-5 000 de large. Je parle en 1000, je suis vieux, moi, là. Mais on fait de l'avoine, on fait des patates, on fait du maïs. Ça n'aurait pas d'allure de mettre des vaches là-dessus, hein? Ça n'a pas de sens. Si on regarde à gauche, si je suis producteur de pommes de terre, je vois-tu, là, vous ne voyez pas bien parce que la photo, on la voit. Là-dessus, je la vois très bien. Là. Moi, d'après moi, on ne ferait pas de patates là-dessus. Parce qu'il y a une grosse récolte de patates, mais tu sais, des patates dures à ramasser avant, il y a de l'eau. Donc, c'est sûr que si moi, je suis producteur, j'ai des champs comme à droite, j'ai des champs comme à gauche, bien, je vais dire, jamais je vais mettre des vaches sur mes champs à droite, parce que, regarde, les packages, ça ne pousse pas. On ne compare pas les choses. Si on faisait l'inverse, on allait mettre des patates sur ce package-là, d'après moi, on n'aurait pas grand-chose. Donc, curieusement, les vaches, des pâturages, ça peut être performant, mais comparons des pommes avec des pommes. Si on met des pâturages sur des champs qui ont un potentiel de rendement, le pâturage va être drôlement performant. C'est qu'on ne le fait pas, donc on tire des conclusions. Juste pour vous montrer des gens qui ont défié les habitudes, je vais reprendre les photos qu'Élisabeth a. Il y en a quelques-uns qui ont été présentés au Journal à la fin. Je vais me permettre cette petite chose-là, cette petite facilité-là. On s'est déplacé chez Ferme Barrette et Frères le 19 juin. Ferme Barrette et Frères, c'est des pâturages, comme je vous disais, drainés, chaulés, fertilisés à l'azote annuellement. On est au nord, c'est des terres froides. L'azote ne se libère pas rapidement, ne se minéralise pas rapidement. Comme on disait tantôt, les champignons, les bactéries qui prennent l'azote organique qui est dans le fumier et qui la transforment en azote que la plante va pouvoir absorber, ils ne sont pas capables, ils ne peuvent pas se multiplier, le sol est froid puis égorgé d'eau. Donc, il faut donner un petit coup de pouce, il faut sauter des étapes, donner un petit coup de pouce à la nature, sinon ça ne pousse pas. On est au 19 juin, dans cette région froide, le printemps était tard, il y a de l'herbe en masse. C'est des gens qui pratiquent le pâturage en bande, ils ont du résultat. Puis on s'est déplacé au 3 août, puis les autres, ils m'ont dit, cette année, là, vraiment, ça a été sec. Ça a vraiment été sec. On est dans le pâturage, puis je pense que la prochaine, elle va parler encore plus. Ça, c'est le pâturage au 3 août, chez les Barrettes. C'est des gens qui ont défié et qui ont vraiment pris comme pâturage, c'est une culture. Puis si c'est une culture, il faut que je travaille comme n'importe quelle culture, il faut que je suive des principes si je veux avoir du rendement. Puis ils ont vraiment des sols qui performent. Puis c'est pas des vieux producteurs et ils n'ont pas hérité cette terre-là. Puis c'était pas comme ça au début. Au début, ils ont travaillé avec une façon plus extensive. Ils ont intensifié dernièrement depuis quelques années et ils ont vu les différences. Leurs sols sont beaucoup plus productifs. Le travail des animaux, c'est énorme ce qu'ils font, mais ils ont donné un petit coup de pouce, mais ils en font vraiment une culture et ils respectent les points qu'on a dit tout à l'heure. On va revenir d'autres gens qui innovent, qui changent leurs habitudes, qui changent nos habitudes. Encore une fois, malheureusement, on ne voit pas tellement bien. MJ Hamelin, Saint-Maurice, proche de Trois-Rivières, tout proche de Trois-Rivières. Tantôt, on parlait de ballonnement. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'ils mangent. On est le 11 août cette année. C'est de la luzerne qui aurait pu être fauchée pour faire du foin. Il n'y a à peu près aucune graminée là-dedans. Est-ce qu'il y a des ballonnements? Non, il n'est pas fou. Il y a 90 vaches, des veaux. S'ils les envoyaient là-dedans et ça ballonnait pour mourir, il ne le ferait pas. Drainer, chaulé, on voit un peu, travailler en bande, on voit bien les choses. Et ça, c'est la luzerne au mois de juin.
juste avant qu'ils envoient les animaux dedans. C'était un champ de luzerne qu'on pouvait récolter. Et finalement, on se déplace à Gatineau, ferme Palerme, drainé, chaulé à peu près aux 5 ans, 6 ans. Pas nécessairement de fertilisation azotée. Et on voit un petit peu la culture. Il y a beaucoup, beaucoup de légumineuses. Il insiste beaucoup. Il remet de la légumineuse assez régulièrement dans les champs pour aller chercher l'azote. Pâturage en bande. Et lui, ce qu'il a dit en 2011 ou 2012, après une année de sécheresse, il dit on va se donner un petit coup de pouce, on va innover, on va mettre de l'irrigation dans les pâturages pour irriguer le pâturage quand je sors la bande. Donc, il irrigue sa bande qui sort. Il sort de la bande avec les vaches, il irrigue pendant 24 heures. Avec un petit système relativement simple d'irrigation, comme on voit là. C'est une ligne de 400 pieds de long avec 8 sprinklers comme ça. Il y a 2 bandes comme ça. Il irrigue à peu près 1 acre en 8 heures. 1,5 pouce d'eau en 8 heures. Et ce que ça donne, c'est que ça décolle vite le champ. Donc, la couverture végétale revient rapidement. Et finalement, nos conférenciers de l'an dernier, que vous avez peut-être connus, Ferme Nancy et Jean-Guy Godbout, Bale Grazing. À gauche, on est sur une place où les vaches, ce printemps, ont mangé une balle de fourrage et ont peut-être laissé des résidus. Ils ont laissé du fumier, mais cette photo-là a été prise au début d'août, ou vers le 10 août. Et on voit ce que ça a, donc pas de résidus, beaucoup de fourrage. Et dans l'autre photo, à gauche, à droite, c'est-à-dire la bande verte foncée, la bande qui est complètement à droite, c'est l'endroit où, à l'automne 2018, ils ont fait du bale grazing. Donc, de octobre, novembre, ils ont soigné là. Ils n'ont pas hercé, rien. Et vous voyez la différence de fourrage. Donc, à conclusion, culture des fourrages, c'est une culture. Rendement important. Les principes sont là. Les effets de massue du rendement, ils peuvent être très, très, très forts. Pâturage intensif, c'est vraiment la méthode la moins dispendieuse pour alimenter le troupeau. C'était mon 80$ de tantôt, là. C'était ça. Puis les possibilités d'amélioration sont énormes. Mon message, on est fiers de nos animaux, bien, peut-être les fourrages, il faudra en être fiers. Merci bien.